Et aujourd'hui, on va parler des guerres d'Italie, parce qu'on va fêter les 500 ans, quelque chose comme ça, je crois, de la sixième guerre d'Italie. De la Même moi, fin j'ai de la de la sixième fin de guerre la d'Italie. sixième guerre d'Italie. Voilà, tu vois, il me remet il me remet dans le droit chemin parce que je n'ai pas mes notes. À la place, j'ai un fromage qui est terminé d'être mangé et un couteau sale. Donc voilà, c'est ça l'ambiance de cet enregistrement. Et je propose du coup de laisser la parole à la personne qui a peut-être le plus bossé sur le contexte, on va dire, de Oula. cette guerre d'Italie. En tout cas Alors, pour cet épisode, hein, bien évidemment, rappelons-le. on rappelle aux très chers auditeurs la devise qui est désormais la mienne C'est dans ces pas sourcé, introductions. c'est ça. C'est pas sourcé. Voilà. Non, si, il y a pas mal de contextes, donc des choses que vous retrouverez assez facilement hein, comme information, mais qui seront peut-être un peu compliquées à lire en entier ou à mettre dans l'ordre. Je vais moi-même essayer d'être clair, concis et de pas passer 3 heures à parler de contexte. Parce que vous allez vite vous en rendre compte, chers auditeurs et auditrices, les guerres d'Italie, c'est un bordel phénoménal. D'ailleurs, si jamais il y a un producteur qui cherche quelqu'un pour écrire pour la prochaine série euh, J'ai l'impression que c'est historique souvent ça en française, fait. Hein. ouais, non mais alors là, c'est vraiment, il y a tout. Là, il y a tout. Il y a les trahisons, les histoires d'amour, les personnages Rebondissement. féminins forts, Ah ouais. C'est vrai il que y a ça donne tout envie. il y a tout. Franchement, c'est en fait pour rentrer dans le vif du sujet, les guerres d'Italie, c'est un grand problème dynastique. Nous aujourd'hui, on va surtout parler de la sixième guerre d'Italie, qui paradoxalement d'ailleurs est pas forcément celle qui touche le plus l'Italie dans les enjeux qui lui sont propres, mais qui sera surtout un lieu d'affrontement. Mais la péninsule dans l'ensemble des guerres d'Italie va être l'un des enjeux dynastiques des grandes familles régnantes de l'Europe, donc à la fin du XVe siècle et surtout au début du XVIe siècle. Et quand je dis dynastique, j'insiste parce qu'en fait, toutes les guerres d'Italie, les problèmes des guerres d'Italie, toutes les raisons qui ont amené au conflit, découlent de problèmes dynastiques. Première guerre d'Italie, celle qui va lancer tout le processus, c'est la maison des Valois qui règne sur la France, Ok. qui souhaite s'emparer du royaume de Naples, sur lequel elle possède des droits, puisque... Alors je vais pas rentrer dans les détails, parce qu'encore une fois, sinon on va y passer 2 heures, mais un membre de la famille des Valois était sur le trône de Naples, il décède, les Français font « Ah, mais du coup, ça veut dire qu'on peut annexer le royaume !» Et évidemment, toutes les puissances autour sont là, bah, non, on va dire non, hein, ça ira. Et du coup, ça va lancer un bordel monstre. Et en fait, à chaque nouvelle guerre d'Italie, il va y s'ajouter des problèmes dynastiques. Donc, sur le duché de Milan, d'abord conquis par la France, puis repris par l'Espagne, enfin par la Navarre, par l'Aragon, qui n'est pas encore l'Espagne. Puis, on va rajouter d'autres éléments, notamment les problèmes bourguignons, puisque la Bourgogne, le duché de Bourgogne, est un quasi-état à ce moment-là, à la fin du XVe siècle, qui va des Pays-Bas jusqu'à Dijon. Donc, très gros bloc de territoire que vont se disputer d'une part, de nouveau, les Valois, les Français, et de l'autre, les héritiers de la maison de Bourgogne, Marie de Bourgogne notamment, qui s'est mariée avec un Habsbourg, Ok. Maximilien de Habsbourg, qui est aussi empereur du Saint-Empire romain germanique. Leur enfant va se marier lui-même avec la fille du roi d'Espagne, sauf que la fille, le fils du roi d'Espagne et la première fille et le Oh là fils de là. cette première fille vont tous décéder, ce qui fait que cette deuxième fille du roi d'Espagne, de Trastamare, et qui est issue de l'union de la Castille et de l'Aragon, va se retrouver reine, mariée donc à l'héritier du territoire de Bourgogne et des territoires d'Autriche. Ils font un enfant qui s'appelle Charles Quint, que vous avez déjà sans doute entendu, vous avez Oui, déjà entendu son nom, bien puisque c'est un sûr. grand personnage de la période, comme François Ier dont il est le rival. C'est vrai que c'est une période sur laquelle on a 3 rois qui sont vraiment assez iconiques pour chacun de leur pays. C'est vrai. Charles Quint, François Ier et Henri VIII en Angleterre. J'avais hésité d'ailleurs de parler du camp du Drap d'Or en chronique, mais Ouais, mais j'avais laissé tomber l'idée. Voilà. alors,
on parle là de une grande tentative de créer une paix universelle avec une monarchie universelle en Europe. Bref, c'est l'une de ces fameuses tentatives de paix perpétuelle qui ne marche pas parce que personne n'a intérêt à la paix. Mais pour revenir sur notre sujet, on a donc en 1520, si je ne me trompe pas, Charles Quint, qui, de par sa mère, hérite du royaume d'Espagne, et de par son père a hérité de la Bourgogne, mais qui hérite aussi, grâce à son grand-père paternel, du titre d'empereur germanique. Il est élu notamment parce que, tout comme le roi François Ier, qui a lui aussi tenté de se faire élire empereur, il a donné énormément d'argent aux électeurs. La différence étant qu'en plus de donner de l'argent, il est arrivé devant le siège du congrès des électeurs avec une armée. Évidemment, ça aide à se décider. Effectivement, ouais. Voilà, quand on voit débarquer quelques milliers de types, rien à vous meuler la gueule, forcément, voilà. Parce que oui, très chers auditeurs et auditrices, en plus de ces problèmes dynastiques de ceux qui héritent de droits antiques, de droits de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs cousins, qui s'usurpent les uns les autres, qui se trahissent les uns les autres. En plus de ça, il faut rajouter la couronne impériale, puisque l'empire germanique, c'est-à-dire l'empire qui domine entre guillemets politiquement la région qui correspondrait aujourd'hui à un mix entre l'Allemagne, l'Autriche, la République tchèque, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse et même le nord de l'Italie. Très très grosse région quand même. Toute cette région, en fait, elle est dominée par quelqu'un qui, à ce moment-là, est élu. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on pense souvent monarchie, donc on pense héritage. Mais pour le coup, la monarchie du Saint-Empire, c'est une monarchie élective. Il faut donc convaincre à chaque fois les différents électeurs de voter pour vous, et les Habsbourg vont en fait simplement réussir petit à petit à s'y imposer en se faisant élire de père en fils ou en petit-fils, afin de garder le contrôle entre guillemets sur le territoire. Et pour ce faire, ils vont utiliser, comme on l'a dit, la corruption, la violence, parce que c'est des méthodes qui marchent. On a donc ce joyeux bordel avec beaucoup de personnages qui sont tous très intéressants. En plus, on est sur des périodes où on commence à avoir des biographies assez complètes, faites du vivant ou suivies par des gens qui ont vécu avec ces gens-là. Et donc c'est très riche, en histoire, c'est très 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 riche. Et on va donc avoir tout un tas de guerres qui vont avoir lieu en Italie au début, puis qui vont déborder. Et en fait, ces guerres d'Italie, si on les prend dans leur ensemble, on pourrait même presque quasiment parler de conflits pan-européens, ou en tout cas sur toute l'Europe de l'Ouest, pendant quasiment 40 ou 50 ans. Donc c'est une espèce d'état de conflit larvé qui se répète en boucle dans les mêmes territoires, avec parfois les mêmes couronnes en jeu, les mêmes droits en jeu. Mais personne n'accepte de lâcher le morceau, donc et on va le voir, c'est pareil pour la 6ème. Puisque devinez quoi, c'est pas la dernière. Mais aujourd'hui, on va se concentrer donc sur la 6ème de ces guerres d'Italie. Alors pour faire simple, sur les guerres précédentes, la France a essayé de s'imposer en Italie. Elle a finalement été défaite, elle a été obligée de se retirer de la péninsule, qui est plus ou moins passée sous un contrôle à la fois de l'Espagne, du Saint-Empire, mais aussi du pape, puisque le pape est aussi un acteur politique majeur à cette période-là. La France a aussi étendu ses droits sur les territoires voisins, notamment la Bretagne au début des guerres d'Italie, mais aussi sur une partie de la Bourgogne qu'on a cité précédemment, puisque c'est à ce moment-là que Dijon et le duché de Bourgogne vont être rattachés à la France. Et tout ça nous amène donc à une situation assez tendue, très clairement. Et comme on l'a dit, il y a un problème qui a émergé juste avant le début de cette 6ème guerre, et l'élément déclencheur entre guillemets, c'est l'élection de Charles Quint, qui possède déjà, comme on l'a dit, plein de territoires partout, qui est son élection au titre, au rang, pardon. D'empereur. C'est ça, au titre d'empereur. Je cherchais le qualificatif. C'est pas un rang, c'est un statut. C'est un titre, mais c'est plus qu'une fonction. Je sais pas pourquoi j'ai perdu le terme. Un droit. Non, c'est pas un droit.
Un devoir. Donc, bref, Charles Limité. Quint est élu face à François Ier. François Ier, évidemment, le prend très très mal, hein, parce que faut pas déconner, c'est pas très agréable de perdre une élection. La différence, c'est qu'à l'époque, tous les acteurs politiques ont des armées et ils décident de s'en servir. Les combats vont avoir lieu d'ailleurs pas seulement en Italie, contrairement à ce que le nom pourrait le dire. Comme j'ai dit au début, c'est un conflit qui est bien plus large au niveau européen. Et il va y avoir des combats en Espagne, il va y avoir des combats dans les Pays-Bas, qui comprennent à l'époque aussi la Belgique, c'est le nom qu'on a donné à la région tout entière. Pays-Bas bourguignons, puis les Pays-Bas espagnols. Il va y avoir des combats de nouveau donc sur les frontières entre la France et le Saint-Empire. C'est seulement dans la deuxième phase du conflit que les troupes vont plutôt se diriger vers l'Italie, que les combats vont plutôt se diriger vers l'Italie. Okay. Et si au début de l'offensive en Italie, les choses se passent relativement bien pour François Ier et les troupes françaises. Je dis troupes françaises, mais en réalité, il faudrait mettre là aussi des guillemets, hein, puisque un bon morceau des troupes sont en réalité des mercenaires suisses. Plus de 5000 soldats dans l'armée, si je ne me trompe pas, sont des mercenaires suisses. Ce qui d'ailleurs amènera par la suite à tout un tas de problématiques, puisque pourquoi des mercenaires suisses? Pour faire un mini aparté, tout simplement parce que la Suisse à l'époque, c'est une nation qui n'est pas du tout neutre, mais au contraire qui est surarmée et qui produit l'un des meilleurs régiments d'infanterie de son temps. Bah, le fait est que du coup il y a beaucoup d'acteurs politiques qui vont vouloir les engager comme mercenaires, ce qui va amener à un moment donné une problématique que des Suisses vont se retrouver face à des Suisses. Parce que voilà, on n'est pas sur des armées de conscription comme on les connaît aujourd'hui, hein. On est sur des armées qui sont, je vais pas dire exclusivement, je vais dire quasi exclusivement professionnelles. On va pas rentrer dans le détail de ces armées. Peut-être Léopold, tu rentreras un peu plus dans la composition spécifique des armées. Mais là, on va pas le faire tout de suite. Parce que vous voyez qu'il y a déjà beaucoup trop de trucs à dire et je suis déjà perdu. Donc voilà, on a François Ier qui amène ses troupes, dont une partie de Suisse, en Italie et qui va affronter en face donc Charles Quint. Et en 1525, il se prend une dérouillée monumentale à la bataille de Pavie, bataille qui est restée assez célèbre, plus du côté germanique que du côté français, hein. En France, on a tendance à parler de Marignan. 1515, c'est Marignan. En Allemagne, on parle plutôt évidemment de Pavie, la défaite française, donc la victoire de Charles Quint, notamment parce qu'un grand nombre d'officiers et de chevaliers français vont mourir à Pavie suite à des... je ne dirais pas des errements tactiques sur le champ de bataille, mais voilà, je ne sais pas exactement ce que Léopold a prévu d'évoquer, mais on va simplifier et dire que la stratégie française n'a pas été payante du tout, et qu'ils se sont fait découper par les troupes de leur adversaire. La bataille est une telle défaite que François Ier est blessé et capturé, et Charles Quint va pouvoir lui imposer un traité de paix assez fort, notamment en le forçant à renoncer à toutes ses prétentions sur les frontières espagnoles, sur les Pays-Bas, sur la Bourgogne et sur l'Italie. Mais comme je le disais au début, les guerres d'Italie, c'est avant tout une grande histoire personnelle de dynastie et de trahison. Et à peine 4 semaines, même pas 3 semaines et demie, après avoir signé le traité et avoir été libéré, François Ier annonce qu'il refuse de reconnaître les termes du traité. Et c'est parti pour la 7ème guerre d'Italie, mais qu'on verra donc peut-être un peu plus tard. Vous l'aurez compris, chers auditeurs et auditrices, c'est une période qui est extrêmement riche en rebondissements en tout genre. Si vous voulez vous plonger là-dedans, n'hésitez pas, il y a pas mal de... Alors, il y a des bouquins d'histoire qui vous permettront de rentrer dedans. Après, en termes de série, je ne sais pas trop. La série de bouquins, hop, je veux pas vous dire de bêtises. Hop, si vous voulez des bouquins qui vous permettent, pour le coup, de rentrer dans des sources et d'avoir un petit bouquin qui condense pas mal de choses. Moi, j'avais, alors pas pour les guerres d'Italie, mais pour les périodes précédentes, c'est la collection Histoire de France, qui est publiée par Gallimard. Folio Histoire de France, que assez propre, hein. Franchement, c'est après
c'est pas un bouquin qui vous permettra de tout savoir en détail sur toutes les intrigues de cours et tout, mais ça vous permettra d'avoir un aperçu de la période assez propre, avec pas seulement les conflits, mais aussi les sociétés. Puisque on l'oublie souvent, parce qu'on parle beaucoup de guerre, surtout, c'est bizarre, mais quand il y a Léopold et moi sur le DTDR, c'est souvent pour parler de guerre. C'est parce que je viens vous chercher, c'est pour ça, c'est ma faute en fait. Hein. Ah bah voilà, c'est ta faute, c'est bien ce que je me disais. La prochaine fois, on parlera d'ours en peluche avec vous deux. Allez. Non, mais c'est vrai que la guerre, c'est un sujet qui est central pour l'histoire des États. Puisque c'est souvent par les victoires ou par les défaites que se font les évolutions territoriales. Il y a tout un aspect aussi sociétal qu'on oublie assez souvent et qui est quand même évoqué dans ces bouquins. Et c'est pour ça que je vous invite à vous informer un peu plus donc, sur cette période, à aller approfondir tout ça, parce que croyez-moi, si vous aimez le drama, si vous aimez les affaires sordides, les trahisons, les complots, et honnêtement, tout. En fait, il y a tout. Il y a des personnages féminins forts, comme on l'a dit. Il y a une richesse dans l'histoire des guerres d'Italie qui n'est malheureusement quasiment jamais évoquée. C'est vrai. À l'école. Déjà parce que, comme vous venez d'en avoir un aperçu, c'est très 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 dense et très compliqué. Rien que le mini résumé que j'ai fait juste ici, déjà c'est... Voilà, ça vous donne un aperçu. Je n'ai pas évoqué la trahison, ou en tout cas le retournement de veste de Charles de Bourbon, un des cousins du roi de France qui était avant connétable, mais qui est tombé en disgrâce et qui du coup s'est rangé aux côtés de Charles Quint. Ça donne envie, hein. On a envie d'avoir une série télé sur ça, quoi. C'est... Et oui, mais non. Mais parce que ça demande sur doute trop de budget, j'imagine. Non, en plus c'est plus simple de faire des dragons. Je pense que c'est pas tant une question de budget. Non, je sais, justement. Oui, mais pour nos auditeurs qui ne seraient pas au courant, malheureusement, ça demanderait de faire les choses proprement sur les recherches historiques, c'est-à-dire bien mieux que ce que je viens de faire là, et d'aller chercher quand même un peu plus en détail. Ce qui permettrait de romancer un petit peu, parce qu'il faut quand même une histoire, hein. Pour faire une série, il faut des personnages principaux, et donc il faut qu'il y ait une histoire qui se suive. Et on le sait quand même, les grands personnages historiques sont pas toujours propices à être les personnages principaux, notamment parce que l'exercice du pouvoir détache quand même souvent de l'empathie qu'on peut avoir pour certaines personnes. Cela dit, si je peux me permettre, parce que moi c'est une série que j'ai beaucoup adorée autrefois, même si ça prend beaucoup de liberté, j'en garde quand même un très bon souvenir. Tudor était quand même assez chouette comme série, donc c'est pas les guerres d'Italie, mais il y a quand même Henri VIII dedans, ça suit toute sa vie, donc de temps en temps ils en parlent, mais on le voit jamais concrètement. Mais voilà, si vous cherchez une série histo à peu près à cette époque, avec du complot, du sexe et du rock'n'roll, c'est une bonne série. Voilà. Tu nous avais convaincus à sexe, hein, pas besoin d'aller plus loin. Ah pardon, ça fait pas dire. Ah oui, non mais en plus je veux dire, c'est toute la période, elle est magnifique entre parce que les guerres d'Italie, ça recouvre déjà les conséquences de la fin de la guerre de 100 ans. Il va y avoir le début du protestantisme. Il va y avoir les Borgia, toute la papauté des Borgia. C'est cette période-là. C'est fabuleux hein, en termes c'est une vraie mine d'or hein, niveau scénario. Sûr. Voilà. Donc j'espère que je vous ai alléché pour que vous alliez. Bien sûr. Mais t'as même dégraissé un petit peu tout ça là, et retiré un peu la poussière sur le meuble et on se dit finalement il est pas mal ce meuble. Peut-être qu'on pourrait aller plus loin avec lui, tu vois. Si je peux me permettre, il y a aussi comme livre aussi qui vient de sortir dans la collection Champ de bataille, un livre sur Pavie. Voilà, okay. Qui vient de sortir en janvier, le 23 janvier. Donc très bonne collection et qui voilà pour compléter sur Pavie. Okay. Ça sera plus sourcé que les Français se sont pris une branlée. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.